Bonsoir à tous. Vous allez bien? Quelle humeur? L'humeur qui va avec le temps, la météo, ou plutôt ensoleillée dans vos petites têtes? Ah, puis je vois beaucoup d'enseignants. Alors, le climat, la rentrée des classes, tout ça, ça se surajoute. Mais je vois des sourires quand même, c'est que tout va bien. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence que nous donnons dans le cadre d'un partenariat avec l'IRD qu'on a intitulé les conférences Sénature. D'ailleurs, j'ai invité le directeur de l'IRD à me rejoindre. Merci, Édouard. Parce que tu croyais aller te cacher, mais non, tu auras le micro à un moment donné pour dire un mot. Je me demande si l'ADEME est par là aussi, parce que l'ADEME est notre partenaire sur cette opération. Non. Et puis, bien sûr, j'ai la direction et tout l'équipage de Race for Water. Donc, s'il y en a un d'entre vous qui veut bien venir à côté de moi. Franck, merci. Voilà, donc on est très heureux tous les trois de vous accueillir ce soir pour cette conférence Sénature qui va porter sur le sujet spécifique des microplastiques. Je suis très satisfaite de voir que c'est un sujet qui passionne les Calédoniens. J'ai eu l'occasion de le remarquer lorsque la loi a été adoptée au Congrès pour interdire les sacs plastiques, une loi qui a eu un bon écho et j'en suis extrêmement contente puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le plastique est un fléau, et c'est un fléau notamment en Nouvelle-Calédonie parce que nous avons des enjeux considérables. Des enjeux environnementaux d'abord, puisque nous sommes un joyau de biodiversité, nous sommes un véritable trésor. Troisième hotspot de biodiversité, plus beau lagon du monde, plus grande barrière récifale continue au monde, 75% d'espèces endémiques terrestres. Enfin bref, un véritable joyau, un véritable trésor, une biodiversité exceptionnelle, je dirais même la capitale mondiale de la biodiversité, faisons-nous plaisir. Et puis, on a bien entendu un enjeu sanitaire, puisque nous, vous les Calédoniens, on consomme 20% dans nos assiettes de produits de la mer, ce qui nous rend très sensibles, à ces microplastiques, puisque, vous le découvrirez ce soir, 97% des poissons ont dans leur chair des microplastiques. Donc nous y sommes vulnérables, bien plus que d'autres, puisque ça fait partie de notre alimentation quotidienne. Peu d'études aujourd'hui sur le sujet de l'impact sanitaire, mais on commence, même si on se doute bien qu'en termes de perturbateurs endocriniens, en termes d'impact sur notre santé, notre digestion, notre production, etc., il y a quelque chose. On a peine à voir quand même des études scientifiques sur le sujet. Et puis enfin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, moi j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas faire de l'environnement que pour l'environnement. On est obligé de penser global, développement durable. On a ce côté économique qu'il ne faut pas oublier parce que ça va conditionner quelque part nos méthodes de gestion, nos méthodes de sensibilisation, nos méthodes de valorisation. Nous avons absolument intérêt à étudier l'impact économique de ce plastique sur l'environnement. Aujourd'hui, moi j'ai un chiffre qui me vient en tête, c'est 28 milliards. 28 milliards, c'est ce que nous rendent comme service nos récifs. 28 milliards chaque année. Ils nous protègent de l'érosion, ils permettent de débuter la chaîne alimentaire, ils nous permettent de faire du tourisme. Bref, c'est 28 milliards chaque année que nos récifs nous rendent comme service. Donc il y a un véritable enjeu ici, plus qu'ailleurs à mon sens, à se préoccuper de cette problématique qui est le plastique. Donc nous avons pris à la province sud vraiment le problème à bras-le-corps là depuis 3 ans. Nous avons débuté par une grande campagne de sensibilisation. Je ne sais pas si vous l'aviez regardé. Voilà. Alors il y a une image qui me plaît, alors elle n'est pas là, une image qui me plaît particulièrement où on a cette jeune fille qui court sur la plage et qui se prend une poche en plastique et qui dit « vous cherchiez une poche », eh bien la voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne que nous avions menée en 2016. Et puis nous avons poursuivi après cette campagne par une sensibilisation auprès des scolaires. Et puis après la sensibilisation, nous avons dit maintenant, c'est la réglementation. Donc là voilà la campagne de 2016. Donc nous avons, au niveau de la province sud, réfléchi à une réglementation pour interdire à la source le déchet. Donc interdire à la source
la mise sur le marché du plastique pour éviter qu'il ne devienne un déchet. Et puis, pour aller encore plus loin, nous avons interdit à l'importation tout un tas de produits en plastique jetables. Donc, au 1er août, vous n'aurez plus de pochons dans les magasins, ni dans les marchés, ni nulle part d'ailleurs. Vous n'aurez plus de sacs cabas, le bon sac cabas bien polluant qui met des centaines d'années à se dégrader. Celui-là aussi sera interdit à l'importation. Et puis, au 1er septembre, eh bien, vous ne trouverez plus de vaisselle en plastique jetable. Verre, assiette, couvert. Il n'y aura plus de coton-tige aussi, sachez-le. Alors, il va falloir trouver des cotons-tiges en bois ou en carton, et ça existe déjà, j'en ai vu. Voilà, donc nous avons décidé d'abord une sensibilisation, ensuite une réglementation. On est aujourd'hui dans la phase d'accompagnement du changement, notamment des entreprises, parce que nous avons au mois de novembre tenu des ateliers avec l'ensemble du secteur économique, mais aussi avec les associations, pour mettre en place une véritable feuille de route de gestion du plastique et notamment un focus sur les alternatives et le développement des alternatives au plastique. Donc mercredi 13 mars, je m'adresse à la directrice de l'environnement, il y aura une restitution ici même de cette feuille de route avec la centaine de partenaires que nous avions invités à cet effet, et nous présenterons cette stratégie plastique. Et nous en profiterons aussi pour présenter les lauréats d'un appel à projet que nous avons lancé en novembre. Un appel à projet sur les alternatives au plastique à hauteur de 30 millions aussi. Nous avons reçu 12 projets, donc ça foisonne aussi du côté du secteur économique. Et nous allons retenir quelques-uns de ces projets et nous les présenterons mercredi 13 mars. Et en point d'orgue de cette soirée, nous avons décidé à la province Sud, pour remettre une petite touche de sensibilisation au niveau du grand public, de lancer une deuxième campagne de sensibilisation qui cette fois est derrière moi. Voilà, qui s'intitule 2019 Bye Bye Plastique. Voilà donc des efforts que nous essayons de concentrer sur cette thématique parce que je vous l'ai expliqué, les enjeux sont très importants pour nous. Et c'est pour cette raison que la venue de Race for Water nous a fortement intéressés parce que nous avons beaucoup travaillé sur la gestion de la filière en amont, nous avons beaucoup travaillé sur la source du déchet, mais des déchets en plastique, il en restera toujours. Et il y a une innovation qui est proposée par Race for Water qui mérite d'être étudiée, discutée, parce qu'il s'agit ici d'utiliser le déchet plastique comme source énergétique, une valorisation de nos déchets en plastique. Vous savez qu'aujourd'hui, il est très difficile de recycler ces plastiques parce qu'il y en a plusieurs catégories, c'est difficile de les recycler in situ parce qu'on a des faibles volumes, on a des petits gisements. Donc du coup, on fait quoi? On les exporte. Et une fois qu'on les a exportés, ils en font quoi? Ils les valorisent et ils font de l'énergie. Donc peut-être que si on le faisait ici, on aurait une étape en moins et ça serait un petit peu plus vertueux. Pourquoi pas? Néanmoins, voilà, ça se discute, ça s'étudie, il faut faire un bilan économique, un bilan environnemental pour voir si effectivement cette solution est adaptable au territoire ou peut-être d'autres qui mélangeraient plusieurs déchets. Donc nous avons souhaité accompagner cette expédition pour ce volet-là, mais aussi parce qu'il y avait dans cette mission un volet expérimentation, un volet mission APRONI sur l'évaluation des quantités de microplastiques dans notre lagon. Je ne connais pas encore le résultat, mais on me dit que s'il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. C'est déjà pas une mauvaise chose. Donc c'est ce que peut-être ce soir vous allez avoir en avant-première, les premiers résultats de cette mission qui s'est déroulée à Prony. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Juste un petit mot pour dire qu'évidemment, la province Sud n'est pas seule dans tout le travail qui a été mené, et je tiens à le souligner. D'abord, je veux vraiment remercier toutes les entreprises qui jouent le jeu, qui essayent d'adapter leur comportement, et ce n'est pas forcément facile, qui essayent de trouver des solutions pour faire différemment, pour faire mieux. Et puis surtout, remercier toutes les associations, parce que si aujourd'hui il y a un élan politique, c'est bien parce qu'à la base, il y a eu un élan des associations, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc bravo aux associations pour cette mobilisation constante sur le terrain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais passer la parole à Édouard. J'ai été bavarde. Ouais, c'est un sujet, j'ai plein de choses à dire. Je te passe la parole. Merci Nina. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier la province Sud de continuer cette convention qu'on a avec l'IRD.
pour permettre ce genre de conférences qu'on appelle les conférences sénature. Donc là, on redémarre sur une nouvelle année sur un sujet d'actualité et je remercie vraiment la province Sud pour ça. Les plastiques, la recherche sur les plastiques, les associations, etc. Mais la recherche a une place importante dans la thématique, puisque c'est la recherche qui vient en appui à des politiques publiques que les autorités veulent mettre en place. Je pense que l'IRD a participé à la mission qui a été sur Prony. Donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits. Donc il y a des collègues qui sont dans la salle, qui ont participé à cette mission, qui sont beaucoup plus amènes à parler de ça que moi. Mais en tout cas, je pense que les analyses sont en cours et donc bientôt les résultats seront donc connus. En tout cas, merci pour cette soirée que la province a bien voulu organiser avec l'IRD. Et comme Nina, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne conférence. Merci. Merci Edouard. Franck, je te laisse tout de suite la parole ou faut-il que je la donne à Suzelle pour annoncer d'abord le déroulé de la soirée? Non? Bon, ben voilà. Donc la parole est à toi. Merci Madame Julie. Bonsoir à tous. Je vais commencer aussi par les remerciements sur cette expédition scientifique. En fait, il y avait plusieurs partenaires. L'ADEME, la province Sud, l'IRD sur la partie scientifique, l'Agence calédonienne de l'énergie également. Donc c'était vraiment un projet collégial et c'est important d'avoir le soutien d'un certain nombre d'institutions sur ce type de projet. Et pour la partie résultat, alors là on laissera le soin à l'IRD de s'exprimer. Nous on est une plateforme de service, on propose notre bateau avec un équipage charmant, on accompagne, on fait en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour réaliser toutes leurs études, mais je pense que ça prendra peut-être un certain temps avant d'avoir les résultats définitifs. Sensibiliser, agir et puis aussi éveiller les consciences, ça ce sont les principaux programmes de la fondation Rest for Water. Nina a tout dit tout à l'heure, c'est notre meilleure ambassadrice. Voilà. Donc ensuite je vais laisser le soin à Camille et à Annabelle qui vont vous présenter l'ensemble du programme de la fondation Rest for Water. Donc Annabelle qui est membre de l'équipage et puis Camille qui est responsable du programme ACT au sein de la fondation. Mais avant ça, je vais appeler l'ensemble de l'équipage et des équipes, comme ça vous pourrez mettre des noms sur des visages ou des visages sur des noms voilà, de notre équipe, sachant qu'il y a 5 personnes qui sont à bord du navire, qui naviguent. Donc le capitaine, Pascal Morizot, ici présent. La seconde capitaine, Annabelle Boudinot. Basile Prime, notre ingénieur du bord. Parce que vous savez qu'au-delà de la dimension plastique et de la sensibilisation, la préservation des océans et du message que l'on essaye de faire passer, le volet transition énergétique est également un volet important et le navire en est un exceptionnel ambassadeur. Margot Chalas, qui est notre intendante. Anne, qui est notre technicienne du bord. Virginie, qui est en charge de la logistique et qui fait partie de l'équipe Terre, donc avec moi notamment. Peter Charaf, notre médiaman, qui raconte les belles histoires, qui a fait un très beau film sur l'expédition à Prony que vous verrez tout à l'heure, et qui est avec nous sur toutes les escales. C'est important pour relayer, pour transmettre le message. On a des conférences, voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de monde qui participe aux différentes conférences ici en Nouvelle-Calédonie. On a également des visites qui sont passionnantes, exceptionnelles à bord du navire, avec voilà, toute la diversité, tous les âges que peuvent représenter la Nouvelle-Calédonie. Donc on passe des moments très intéressants à bord. Mais c'est également important de relayer via maintenant les nouveaux moyens de communication tout ce que l'on peut partager sur chacune des escales. Et puis ensuite je passe la parole à Camille Rollin, qui est responsable du programme ACT et qui va vous faire l'ensemble de la présentation de ce soir. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a quasiment égalité dans les troupes, parce que là, vous ne voyez pas tout le monde, mais on est pas mal. C'est vrai que là, il y a une surreprésentation féminine, mais...
Bonjour à tous. On est vraiment très contents de. Voilà, c'est la 3e conférence qu'on fait en Nouvelle-Calédonie et ça donne beaucoup d'énergie de voir que beaucoup de gens s'intéressent au sujet. Donc déjà, merci beaucoup. Alors, Race for Water a été créé en 2010 par Marco Simeoni, un entrepreneur suisse amoureux de la mer qui a vu la problématique plastique dans les océans augmenter de manière critique et qui a décidé de passer à l'action. Donc, il a fondé une fondation en Suisse avec comme objectif de préserver l'eau et les océans en particulier et une mission qui est en tant qu'entrepreneur de créer des nouveaux modèles, changer le mindset, des modèles qui seraient environnementaux, socialement et économiquement durable. Donc c'est vraiment le projet de la Fondation. Comme l'a déjà expliqué un petit peu Franck, on a 3 programmes depuis le départ, nos 3 gouttes, parce que chaque goutte compte. Donc c'est le Learn, Share, Act. Learn, c'est la science. Donc nous ne sommes pas scientifiques, mais nous accueillons des missions. Share, c'est l'éducation, le partage. On fait beaucoup de choses avec les enfants, mais pas seulement. On fait aussi beaucoup de choses avec les décideurs, les industriels. Tout le monde doit agir de manière collaborative dans cette lutte contre la pollution plastique. Et ACT, c'est vraiment la proposition de solutions concrètes dont on va vous expliquer les détails un peu plus tard. Alors tout d'abord, pour mieux agir, il faut comprendre. Alors déjà, comprendre, c'est comprendre qu'est-ce qu'on doit protéger et pourquoi. L'océan, c'est simplement la vie. Vous l'avez certainement entendu, mais il y a plusieurs raisons à cela. Quand on est petit, à l'école, on apprend que l'oxygène vient des plantes. En fait, il y a des plantes sous-marines aussi. Et plus de la moitié de notre oxygène vient des océans avec le phytoplancton. Donc en fait, le premier poumon de la planète, c'est l'océan. C'est aussi notre principale ressource en eau. En superficie, on parle de planète bleue, mais en termes de ressources hydriques, c'est 98% qui vient des océans. Et aujourd'hui, de plus en plus de pays ou d'îles utilisent l'eau des océans pour avoir de l'eau potable. Nous-mêmes à bord, on dessalinise l'eau pour avoir de l'eau potable à bord. Et en tant qu'insulaire, je pense que vous êtes conscient, et comme l'a évoqué Madame Julier tout à l'heure, la ressource alimentaire, on sait que la moitié de la population mondiale dépend des océans pour se nourrir. D'ici 2025, donc demain, 75% des humains vivront en zone côtière, donc ça va être de plus en plus de pression sur nos océans. Et puis bien sûr le rôle régulateur pour le climat, un élément essentiel sur les thématiques actuelles. Donc voilà, sans l'océan, il n'y a juste pas de vie sur Terre, donc c'est essentiel de le préserver. Le plastique, alors il est arrivé il s'est démocratisé dans les années 50, c'était le matériau révolutionnaire, robuste, flexible, on peut faire plein de choses avec, pas cher. Donc ça apportait vraiment des bienfaits, notamment au niveau sanitaire, avec l'aide à la stérilisation, au niveau alimentaire pour conserver la nourriture, limiter les gâchis. Mais le problème, c'est qu'on est devenu un peu fou dans son usage, notamment dans l'usage unique. Quand on réfléchit 2 secondes d'utiliser un matériau déjà qui demande beaucoup d'énergie pour être extrait, pour être produit, et qui va durer des centaines d'années, voire des milliers, et qu'on le produit pour quelque chose qu'on va utiliser une dizaine de minutes, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte que c'est un problème. Quand on voit la courbe aujourd'hui, elle est exponentielle. On sait que depuis les années 50, depuis que le plastique existe, tout ce qui a été produit, seul 8% a été recyclé. 12% a été brûlé dans le meilleur des cas dans des incinérateurs aux normes avec les bons filtres, mais la plupart du temps c'est à ciel ouvert et ça se passe encore malheureusement beaucoup dans les îles du Pacifique, on a pu le voir. C'est extrêmement toxique, c'est des gaz, c'est des produits toxiques qui sont libérés dans l'atmosphère et les populations alentours sont les premières victimes. Le reste, il est soit en circulation encore en tant que produit, mais la grande partie a été enfouie ou a fini dans les océans. On sait que chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique se déverse dans les océans. C'est des chiffres tellement grands qu'on imagine, on n'arrive même pas à le visualiser en fait. Mais en tout cas, et ce chiffre vous l'avez certainement déjà entendu, si on n'agit pas maintenant, en 2050, il y aura plus de plastique en poids que de poissons dans les océans. On sait aujourd'hui que c'est 25% le chiffre des poissons sont impactés par le microplastique. En 2015, on a fait une première expédition. Alors, c'est un autre bateau. Là, il fallait aller vite. Le nôtre, actuellement, vous verrez, n'avance pas si vite que ça. L'idée, c'est d'aller loin, longtemps. Mais cette expédition-là, on avait un trimaran de course. Pourquoi ? Pour appliquer des protocoles scientifiques similaires sur les plages qu'on trouve au milieu des gyres océaniques. Le protocole qu'on a appliqué, c'est un protocole de la NOAA. En fait, sur les plages visitées, on délimitait un quadrat. Donc, vous pouvez voir la photo, la photo derrière moi.
Et donc un quadrat de 50 cm², donc c'est pas très grand, 10 cm de profondeur, et on tamisait le sable pour remplir ces flacons-là. Le pire qu'on ait vu, c'est à Hawaï, une plage qui s'appelle Camilo Beach. Hawaï est nettoyée régulièrement. Le problème, c'est qu'ils sont en plein milieu du gyre Pacifique Nord, donc ces zones d'accumulation qui, avec les courants marins, attirent les déchets. Voilà, ça fait des vortex en fait de déchets. Donc à Hawaï, on a pu en remplir 9 sur le petit carré de sable que je vous ai décrit à l'instant. Deuxième pire cas, c'était l'île de Pâques, île la plus isolée de la planète. On en a rempli 5. C'est assez rapidement, durant cette expédition, on s'est rendu compte que les continents de plastique, ils n'existent pas. C'est une image pour dire qu'il y a une vraie catastrophe qui est en train de se produire. Mais la réalité, elle est bien plus compliquée que ça. Les vortex, ils sont sur plusieurs profondeurs. Ce qui est en surface, ce serait, d'après les estimations, qu'1% de ce qu'il y a dans les océans. Le reste, il s'est dégradé dans des microplastiques qui sont tellement petits qu'on ne les voit même plus à l'œil nu. Soit la plupart des plastiques coulent, ou quand ils flottent, ils finissent par se faire coloniser par des micro-organismes, ça transforme leur densité et ils finissent par couler. Donc assez rapidement, on s'est rendu compte que prétendre qu'on peut nettoyer les océans, c'est une utopie. En revanche, il faut à tout prix couper le robinet à la source, donc à terre. Les échantillons qu'on a pu ramener, en fait, on avait plusieurs accords avec des universités françaises et suisses, et notamment avec Bordeaux, en fait, ce qu'on a essayé de savoir, c'était quel était l'impact des microplastiques sur les larves. Donc on a donné à manger des microplastiques à des larves de poissons. La science prend du temps, on sait, donc les publications ne sont pas encore là, mais les premiers résultats donnent déjà des taux de mortalité plus élevés, des taux d'infertilité, des malformations, et il y aurait une modification du gène. Donc en fait, on est en train de vider nos stocks de poissons, juste, et j'aime pas le mot stock d'ailleurs, mais on est en train de vider l'océan de nos poissons à cause du microplastique. On a également, avec Fribourg cette fois-ci, étudié les contaminants. Il faut savoir que les microplastiques, ils agissent comme une éponge. Ils vont attirer les contaminants qu'ils vont trouver sur leur chemin. Malheureusement, dans l'eau, il y a des hydrocarbures, il y a des pesticides. Donc, ça veut dire que chaque microparticule va se transformer en microbombe toxique qui est consommée par les organismes marins. Le petit poisson se fait manger par le gros, ainsi de suite. En bout de chaîne, c'est l'homme, avec une bioaccumulation de ces produits toxiques et donc des risques pour la santé humaine. Comme on l'a dit en préambule, il y a encore beaucoup de recherche qui est nécessaire, et c'est bien pour ça qu'on continue à appuyer la science, parce qu'on sait très bien que tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il y a des vrais risques pour la santé, l'homme il va mettre plus de temps à réagir. Je vous propose de découvrir la vidéo qui présente cette nouvelle expédition qui nous aide à poursuivre nos programmes. Donc voilà, les images de Peter Saraf dont on parlait tout à l'heure. Le plastique, produit miracle du XXe siècle, est aujourd'hui absolument partout. Il a colonisé notre vie quotidienne. Nous en produirons plus dans les 10 années à venir que depuis son invention. Et le rythme ne fait que s'accélérer. Sans changement rapide, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. La première expédition lancée par la fondation Race for Water autour du globe en 2015 a permis de constater qu'il n'y a pas d'île de plastique, mais plutôt une soupe de plastique, et qu'il est utopique d'imaginer pouvoir nettoyer les océans autant pour des raisons pratiques qu'économiques. La très grande majorité des déchets plastiques de nos océans provient de la Terre. Il faut donc agir avant que ces derniers ne les atteignent. Attaquer le problème à la source, traiter la cause et non les symptômes. We have to reduce the inputs of the plastic from the land to the ocean. La mondialisation et l'uniformisation de nos modes de vie n'ont épargné aucune région de notre planète. À défaut de pouvoir recycler tous les plastiques, ceux-ci sont partout dans le monde au mieux stockés pour remplir des hangars, ou pire, brûlés à ciel ouvert. Nous avons rencontré les populations confrontées au problème du déchet plastique au quotidien, partout dans le monde. Every 5 minutes you've seen a plastic bottle go by. People used to go to the beach to collect seashells, collect driftwood. Now they go to the beach for beach cleanups. Nous sommes allés sur le terrain pour comprendre la réalité et ses causes et trouver des solutions en échangeant avec des scientifiques, des industriels et des recycleurs.
Pour résoudre le problème durablement, la solution doit être économiquement viable. Nous proposons donc de donner aux déchets plastiques une valeur marchande afin qu'ils deviennent, au même titre que l'aluminium, le papier ou le verre, une matière première rentable à la collecte. À l'issue de sa première expédition autour du monde, la Fondation Race for Water, forte de ses observations de terrain, a pu identifier une solution technique innovante de la société ETIA et imaginer un modèle de production rentable permettant de valoriser les déchets plastiques en les transformant en gaz à valeur commerciale comme l'hydrogène et en électricité. La vente de l'électricité ou de ce gaz permettra de rémunérer les collecteurs, créant ainsi pour la première fois une motivation pour récolter les déchets plastiques sauvages avant qu'ils n'atteignent les rivières et les océans. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Le constat est qu'il faut accélérer la transition énergétique pour protéger les océans de toutes les pollutions, en particulier du gaz carbonique et du sulfure qui tuent les coraux, affectent les mollusques et les planctons, source de toute vie sur Terre. La mobilité, basée sur les énergies fossiles, doit être remplacée par des énergies propres et durables. L'hydrogène comme vecteur de la transition énergétique, à terre comme en mer, est une solution d'avenir. Avec notre partenaire Plastic Omnium, nous avons conçu le premier navire au monde à propulsion hybride solaire-hydrogène. En avril 2017, la Fondation a lancé sa deuxième odyssée autour du monde. Un projet de 5 années dont l'ambition est de promouvoir nos solutions novatrices pour combattre la pollution des océans, étudier scientifiquement les écosystèmes affectés, accélérer la transition énergétique et sensibiliser la jeune génération. Cette expédition ambitieuse démontre qu'alimenter un bateau uniquement avec le soleil, l'eau et le vent n'est plus de l'ordre de la fiction, mais bien une réalité. Nous avons développé une nouvelle génération de kites de traction puissants avec l'aide de notre partenaire SkySails Yachts. Il nous appartient aujourd'hui de faire le choix de la transition des énergies fossiles vers des énergies propres et infinies. Cette odyssée est aussi la vôtre. Engagez-vous à nos côtés. Aidez-nous à innover. Avec vos soutiens, protégeons les océans. Du bateau. Donc ce bateau, on le voit bien sur la photo, sa source première d'énergie, c'est le soleil. On a 500 mètres carrés de panneaux solaires, 863 panneaux. Ces panneaux solaires, ils alimentent des batteries qui se trouvent dans les flotteurs. Ces batteries, elles alimentent des moteurs électriques. Initialement, en fait, ce bateau, il n'a pas été construit pour nous. Il a été construit pour un projet qui s'appelait Planète Solar. Et le bateau s'est arrêté en Nouvelle-Calédonie en 2012 parce qu'il a déjà réalisé un tour du monde. En 2015, Raphaël Donjean, qui est également aujourd'hui notre ambassadeur, qui était le porteur de projet Planète Solar, a rencontré le président de notre fondation, Marco Simeoni, et a décidé, les propriétaires du bateau, à donner le bateau à la fondation pour que le bateau continue sa vie pour une bonne cause. Et donc, quand nous avons récupéré le bateau, s'est posé la question d'améliorer ses performances. Parce qu'à l'époque du tour du monde de Planète Solar, par moment, le bateau était obligé de ralentir quand le soleil se cachait un peu trop. Donc du coup, on s'est dit que la transition énergétique, ça passait par l'exploitation de différentes énergies. Donc on a décidé d'exploiter le vent avec un kite de traction. Donc quand le kite nous tire, c'est une transmission mécanique directe. Et pendant ce temps-là, les panneaux solaires vont servir uniquement à recharger les batteries. Et puis, on a décidé aussi d'installer un deuxième stockage d'énergie, parce que la transition énergétique, la clé de la réussite, c'est aussi le stockage d'énergie. Et donc, on a décidé d'utiliser l'eau
pour stocker l'énergie au moyen d'une chaîne hydrogène, mais j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Donc, la chaîne hydrogène. Alors, la chaîne hydrogène, comment ça se passe? Lorsque le bateau navigue, le champ solaire produit de l'électricité. Et quand on navigue, notre plus gros consommateur, c'est les moteurs. Ils ont tendance à consommer environ 75 à 80% de l'énergie qu'on produit. Ce qui veut dire que quand on est au port ou à l'ancre, que les moteurs ne fonctionnent pas, notre champ solaire, très vite, il va finir de recharger les batteries. Et ensuite, l'énergie disponible, on va pouvoir l'exploiter pour créer de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on la crée au moyen de ces appareils. Là-haut, ce sont des électrolyseurs. En fait, on prend l'eau de mer qu'on va désaliniser, ce qu'on fait déjà à bord pour la consommation normale d'eau. Cette eau, on va la purifier et la déioniser. Et ensuite, elle va passer dans les électrolyseurs qui vont casser en fait la molécule d'eau. C'est-à-dire qu'on va séparer l'hydrogène de l'oxygène. L'oxygène va pouvoir retourner dans l'air au moyen d'une cheminée. Et puis l'hydrogène, on va dans un premier temps le sécher. Donc ça, c'est la petite boîte là, tout au bout, puisqu'il contient encore un petit peu d'humidité. Et ensuite, on va le compresser et l'envoyer dans des bouteilles. Donc les bouteilles, c'est dans le grand caisson blanc sur lequel on est debout, sur la photo. Et donc, dans ces bouteilles, on en a 25 au total, on va pouvoir stocker 200 kg d'hydrogène à la pression de 350 bars. Alors, ça représente une certaine capacité électrique de 3 MWh. Mais je vous ai parlé aussi des batteries. Les batteries, elles nous permettent de stocker 750 kW. Donc, grâce à l'hydrogène, on va pouvoir stocker 4 fois plus d'énergie. Sachant que notre vitesse moyenne de 4 nœuds, les batteries, elles vont nous permettre d'avancer pendant 1 jour et demi. Et la chaîne hydrogène, elle, du coup, elle va nous permettre d'avancer pendant 6 jours environ. Donc, le stockage d'hydrogène, il est très intéressant par rapport à celui des batteries. Et puis surtout, c'est intéressant pour nous, puisque c'est un moment en fait où on produit de l'énergie, mais on ne va pas l'utiliser ailleurs. Donc on va l'utiliser à produire cet hydrogène, et ça pourra nous servir plus tard, quand on va naviguer, si le soleil se cache pendant trop longtemps et qu'on ne recharge pas nos batteries, eh ben, on va pouvoir faire fonctionner des piles à combustible qui sont là, et ces piles, elles vont nous permettre de créer de l'électricité en faisant la réaction inverse, c'est-à-dire en recombinant l'hydrogène avec l'oxygène. Cette réaction-là, ça va créer de l'électricité et puis de l'eau. Voilà pour la chaîne hydrogène. En réalité, ce qui se passe dans notre fonctionnement de tous les jours, c'est qu'en journée, le champ solaire, en général, fait remonter le niveau des batteries pendant qu'on avance. La nuit, le niveau des batteries va descendre. Le jour suivant, en général, le niveau remonte. Donc en fait, les batteries, on les a en usage quotidien. Et puis, quand le soleil se cache, si on a des journées nuageuses, on va utiliser ponctuellement la chaîne hydrogène pour produire de l'électricité et donc faire remonter le niveau de nos batteries. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du kite. Donc le kite, c'est une aile qui ressemble plus à une aile de parapente et qui fait 40 mètres carrés. On va montrer une petite vidéo et vous allez voir comment on le met en œuvre. Alors le kite, il se présente dégonflé dans un premier temps par un système de lignes. Et donc on va commencer par le brancher en haut d'un mât et on va bien exposer les fenêtres au vent pour qu'ensuite il puisse se gonfler. Ce petit appareil blanc là, en fait, c'est un robot. C'est lui qui va piloter le kite une fois que le kite sera en l'air. Il va piloter les suspentes du kite directement. Donc là, on voit le mât en position haute avec le kite dégonflé. Et en fait, on va lâcher un système de lignes qui est à l'intérieur du kite, ce qui va permettre au vent de rentrer dans les caissons et au kite de se gonfler. Une fois qu'il est gonflé, on va le laisser s'envoler. Et on va le laisser s'envoler à une altitude de 100 à 120 mètres. Et une fois qu'on est à cette altitude-là, on va laisser un autopilote faire une figure de 8. Pourquoi on fait cette figure de 8? Parce que notre kite de 40 mètres carrés, pour vous donner une idée, c'est la taille pour une aile de parapente, pour une aile de baptême en binôme.
Or nous, notre bateau, il fait 100 tonnes. Donc en fait, cette figure de 8, elle va permettre d'améliorer, de multiplier par 25 la puissance développée sur la ligne. Puisqu'en faisant la figure de 8, on va augmenter le vent apparent que le kite voit et donc directement l'effort de traction sur la ligne. Et ça va nous permettre de tracter notre bateau de 100 tonnes à une vitesse de 6 à 8 nœuds. Donc sur notre kite, on a une petite batterie. Et donc de temps en temps, on est obligé d'atterrir pour changer la batterie. En fait, elle n'est pas sur le kite, elle est sur le petit robot, sur le pod. Et donc il va falloir atterrir le kite pour changer la batterie. On peut aussi faire des vols de nuit parce qu'on a un petit système d'éclairage sur le kite, donc on peut le garder en vue et atterrir. Il y a toujours une personne à la veille quand on a le kite, mais par contre c'est le logiciel d'autopilote qui le fait fonctionner. La personne est juste là pour surveiller que tout va bien. Je vous ai parlé d'une aile de 40 mètres carrés, on a aussi une aile de 30 mètres carrés pour s'adapter un petit peu aux conditions de vent. Le kite, on va l'utiliser quand le vent vient de l'arrière du bateau, de 120 degrés du vent à 120 degrés du vent. Et on va l'utiliser quand on a une force de vent d'environ 15 nœuds. Ensuite, en fait, ce qui va nous limiter en général, quand le vent augmente, ça va plus être l'état de mer. Quand on commence à avoir 1,50 m de vagues, 2 mètres de vagues, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué d'opérer le système. Voilà, le trajet de l'Odyssée. Moi, je vais redonner la parole à Camille. Rien de mieux que ce bateau pour faire un tour du monde de 5 ans, puisqu'il est complètement propre pour l'environnement. Il nous permet d'accueillir un maximum de monde. L'objectif de cette expédition, c'est vraiment donc déjà de participer à des gros événements type on était aux Bermudes pour l'America's Cup, on sera à Tokyo pour les Jeux Olympiques et on sera à Dubaï pour l'exposition universelle. Mais au milieu de tout ça, on essaye de couvrir un maximum de zones de la planète pour alerter, pour faire des missions scientifiques et pour proposer des solutions. Donc on est en train de terminer gentiment le Pacifique Sud. On est en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 26 mars. Ensuite, on va aller au Vanuatu, aux îles Samoa, avant d'attaquer l'Asie. Salomon, pardon. Pour 2 années, on va se retrouver en Asie pour bien 2 années. Et ensuite, revenir vers la mer Méditerranée en passant par la mer Rouge. Je vais repasser la parole à Annabelle parce qu'en fait, elle a plus participé que moi aux missions scientifiques. Donc rien de mieux qu'avoir un témoin pour vous parler de ce qui a été fait à bord durant notamment, on a choisi de cibler les missions qui ont été faites dans le Pacifique parce qu'elles vous concernent le plus. Mais voilà. Ouais, donc en effet, nous-mêmes, on n'est pas scientifiques, donc toutes les missions scientifiques, elles ont été faites en partenariat avec des laboratoires, des universités. On en a réalisé donc en Guadeloupe, aux Bermudes, avec des programmes européens qui étudiaient la quantification des microplastiques, leur dispersion, les effets toxicologiques sur les organismes. Et puis on en a effectué aussi à Cuba maintenant je vais vous parler de ceux qui ont été effectués dans le Pacifique. Donc je commence par un projet assez intéressant qu'on a réalisé entre Concepción, donc au Chili, et Tahiti. Et en fait, tous les 2 jours, on faisait un trait de filet manta. Donc le filet manta, c'est un petit filet qui permet de ramasser les microparticules à la surface de l'eau. Et donc dans ces microparticules, il fallait qu'on en sélectionne une en particulier, qu'on la congèle, et elle a été ensuite envoyée à un labo qui est dirigé par le docteur Eric Zettler. Donc le but là, c'est d'étudier les bactéries qui colonisent le microplastique, puisqu'en fait, comme l'a dit Camille, le plastique c'est fantastique au niveau de l'hygiène, de la conservation des aliments, donc c'est pas un milieu très propice pour les organismes pour se développer, mais en fait on se rend compte que ça commence, qu'il y a de plus en plus de bactéries qui le colonisent. Et donc les scientifiques commencent à étudier ces bactéries.
Surtout, en fait, ça représente une inquiétude importante parce que, en fait, tous ces microplastiques, donc, qui vont être colonisés par les bactéries, ensuite, ils vont prendre les courants marins et puis ils vont se rendre n'importe où. C'est comme ça, justement, que sur les plages de l'île de Pâques, on retrouve des déchets qui viennent de Chine, des déchets qui viennent des États-Unis. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces microplastiques sur lesquels les bactéries grandissent, ils peuvent atterrir un petit peu sur n'importe quelle plage. Donc on estime que les microplastiques, ça peut devenir vraiment des vecteurs de maladies. Et en plus, on sait très bien les problèmes qu'ont créé la mondialisation pour les espèces, c'est-à-dire que le transport maritime qui a amené certains insectes, certains animaux d'un point A à un point B. Sauf que le transport maritime, il se passe dans un grand port et puis il va ensuite dans un autre port. Mais au final, c'est relativement localisé par rapport à ces petits microplastiques qui, eux, peuvent échouer n'importe où sur n'importe quelle plage. Donc voilà, Eric Zettler, c'est un des spécialistes de la plastisphère et donc on a réalisé ces prélèvements pour lui qui ont ensuite été envoyés dans son laboratoire pour étude. Ensuite, donc ça c'était entre Concepción et l'île de Pâques, on a eu à bord Diego, un scientifique de l'Université catholique du Nord, chilien. Et donc en fait, le projet était sur il y avait plusieurs objectifs. Donc déjà, tous les jours, en fait, on réalisait des prélèvements de microplastiques. L'idée étant de quantifier, donc, entre le Chili et l'île de Pâques, le nombre de microplastiques qu'on trouve sur le trajet. Et c'est un endroit, en fait, qui passe vraiment dans le Gir. Donc c'est vraiment un endroit où on en trouve beaucoup. Ces microplastiques, ensuite, il les a ramenés en labo pour pouvoir étudier leur type et donc également quantifier, comme je disais. Ensuite, Diego, il en a profité aussi pour faire de l'observation des oiseaux, parce qu'en fait, c'est un trajet que l'Université catholique du Nord fait 2 fois par an, tous les 6 mois, avec normalement un bateau de l'armada chilienne. Et donc, en fait, ça leur permet à chaque fois de voir l'évolution des oiseaux, de voir si les populations se maintiennent ou si elles chutent. Donc, il a également fait ça à bord. Et puis, on s'est arrêté sur l'île de Salai-Gomez, qui est proche de l'île de Pâques. Et sur cette île, en fait, on est allé ramasser des déchets sur l'île. C'est une île, en fait, qui n'est pas habitée. C'est un réservoir pour les oiseaux, un gros site de nidification. Donc, on est allé ramasser les déchets pour voir un petit peu, pour récupérer surtout les déchets dont on pouvait identifier la provenance, soit par des écritures, soit tout type d'indices pour savoir d'où ils venaient. Et puis, on a aussi étudié les nids des frégates, parce qu'en fait, les frégates utilisent de plus en plus les plastiques pour construire leurs nids. Donc, sur l'île de Salai-Gomez, en fait, on a été photographier les nids pour pouvoir quantifier la proportion de plastique utilisée pour les nids. Et puis, enfin, on a ramassé les animaux morts. Donc, ça, c'est la photo en bas à droite. Et Diego, ensuite, les a disséqués. Et en fait, sur certaines espèces, on s'est rendu compte, notamment le pétrel tempête, 4 animaux qui ont été ramassés. Il y en a 3 où on peut affirmer qu'ils sont morts à cause du plastique. Le pétrel tempête, en fait, il se nourrit à la surface de l'eau. Il vient manger des petits insectes qui sont à la surface de l'eau. Et malheureusement, les microparticules, elles aussi, sont à la surface de l'eau et flottent. Et donc, l'oiseau, certainement, confond régulièrement la nourriture et les microparticules. Et en fait, on a retrouvé des quantités telles que soit on peut supposer qu'il est mort de faim parce qu'il n'y avait plus de place pour la nourriture, soit éventuellement on soupçonne aussi des occlusions intestinales, puisqu'on pouvait trouver des petits blocages dans l'intestin. Voilà pour la mission de Salai-Gomez. Alors la mission en Bête-Prony, je ne vais pas trop en dire parce qu'ensuite vous aurez une belle présentation dessus, mais donc elle a eu lieu il y a 2 semaines environ. Et Fanny vous présentera ça beaucoup mieux que moi. Et je vais repasser la parole à Camille pour la 2e goutte, chère. Donc la science, il faut continuer à avancer et il faut aussi continuer à avancer sur l'éducation. Il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. En fait, plus on voyage et plus on se rend compte que il y a encore beaucoup de méconnaissances du grand public, mais aussi des décideurs et des industriels. Et c'est pas une chose simple en fait, la problématique plastique. On va le voir tout à l'heure. Mais pour nous, le grand message, c'est de dire que c'est le problème de tout, c'est la responsabilité de chacun. Il faut arrêter de se montrer du doigt les uns des autres en disant c'est la faute du citoyen qui n'est pas éduqué, c'est la faute de la municipalité qui ne met pas les moyens, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des industriels.
En fait, on est tous responsables. Et il y a des actions qui peuvent être menées à tous les niveaux. On a vu que la province Sud a activement pris en main des actions récemment. J'ai donné quelques exemples ici de choses qui peuvent être des exemples de choses qui sont faites dans le monde à tous les niveaux. Au niveau des gouvernements et des municipalités, bien entendu, des interdictions de produits qui sont juste inutiles et aujourd'hui dont on n'a plus l'utilité. La paille est le grand exemple. On a une bouche, à part si évidemment on a un handicap. La plupart d'entre nous n'a pas besoin de paille pour boire. Ça, c'est un exemple simple, mais de produits qui n'est juste pas nécessaire. Donc on peut tout simplement interdire, réguler d'autres types de produits. La responsabilité étendue du producteur, mettre en place des éco-organismes, ça peut être des solutions qui fonctionnent dans certains pays, c'est-à-dire un éco-organisme, on va payer un peu plus cher ou l'entreprise va prendre un peu moins de marge sur certains produits et cet argent-là, il va être directement versé à un organisme qui s'assure qu'une filière existe pour traiter ces déchets. Le principe du pollueur-payeur, ça marche tant pour les citoyens que pour les entreprises. Soutenir les gens qui font les bons gestes, les bons efforts, les entreprises qui utilisent du plastique recyclé dans leur production. Il y a des projets comme ça au niveau européen, donc des sortes de réduction d'impôts. Et au contraire, taxer plus ceux qui ne font pas ces efforts, ce sont bien entendu des moyens d'action. Mettre des amendes sur les mauvais gestes. J'ai appris en Nouvelle-Calédonie, qu'à Nouméa, il y a 1200 dépôts sauvages juste sur la ville de Nouméa. C'est quand même un énorme chiffre et ça veut dire qu'en période de pluie, en période cyclonique, il y a une grosse probabilité que ces déchets-là terminent dans l'eau. Donc des systèmes de contrôle et d'amende, ça permet quand même de limiter ce genre d'action. Programme éducatif, évidemment, il faut commencer le plus jeune possible à apprendre pourquoi c'est important de préserver les océans, comment fonctionne le tri, pourquoi il faut trier, tout ça, ça s'accompagne et c'est pas des choses simples et ça commence dès le plus jeune âge et ça se poursuit à l'âge adulte. Et puis bien sûr des infrastructures adaptées de collecte et de tri. Au niveau des industriels, des détaillants, des distributeurs, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on est encore dans une industrie linéaire. On va extraire, produire, jeter. Il faut passer à l'économie circulaire, étudier l'entièreté du cycle de vie du produit dès sa conception. Et penser à ce qui va devenir tout au long de son cycle. Et peut-être que sa fin de vie, il peut être une ressource pour une autre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça dans des villes, sur des îles, des entreprises qui s'allient les unes aux autres pour que leurs produits restent le plus longtemps possible en circulation. Il y a un autre sujet qui est hyper important, et là je pense que ça va vraiment de pair avec la nouvelle loi, c'est la transparence sur l'étiquetage. Et ça, il y a vraiment une responsabilité des industriels pour aider les consommateurs à comprendre. Je sais que les industriels eux-mêmes ont du mal à avoir de la transparence auprès de leurs fournisseurs parfois, mais il y a vraiment une importance clé à être transparent sur les additifs qu'il y a dans les plastiques et sur leur vraie recyclabilité ou biodégradabilité ou compostabilité. Pour la petite définition, biodégradable, ça veut dire qu'une bactérie est capable de dégrader le plastique, par exemple. La grande majorité du temps, ces conditions-là ne fonctionnent pas en mer. Dans les océans aujourd'hui, il y a des essais à l'étude, mais ça reste de la recherche. Au niveau industriel, il n'y a rien qui se dégrade correctement dans les océans en bioplastique, j'entends. Le compostage, quand c'est écrit compostable, il faut chercher, creuser, parce que la majorité du temps, c'est un compostage industriel qui est nécessaire. Parce que ces bactéries, en fait, elles ont besoin d'un contexte de chaleur qui n'existe pas dans votre compost de jardin. Et sur Nouméa, on a eu un sac entre les mains où il était écrit 40% biosourcé, compostable à domicile. Il y avait un logo OK Compost qui est le logo de compostage industriel et la norme européenne qui est celle du compostable à domicile. Donc en fait, le consommateur, il ne peut pas comprendre. Et il peut que se tromper et penser faire la même chose à mettre dans son compost alors qu'il y a un gros risque de pollution. Donc le message, c'est la nécessité d'être transparent, la nécessité d'un contrôle et d'un suivi. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un gros suivi de la province sud avec les industriels. Et ce suivi, il est vraiment nécessaire pour que la communication passe bien entre le producteur et le consommateur. Et bien sûr, de s'impliquer dans la collecte, parce que c'est souvent un gros défi, la collecte, et le tri. Et donc là, dans plein de pays, il y a des systèmes de consigne, par exemple. En Allemagne, 98% des bouteilles en PET sont récupérées grâce à la consigne. Et ils ont jamais abandonné la consigne.
contrairement à la plupart des autres pays, et ça fonctionne super bien chez eux. Donc voilà, c'est des exemples de choses qui marchent, pourquoi pas les suivre. Au niveau du consommateur, c'est important de comprendre ce qu'on achète, c'est important de connaître l'impact de ces achats et d'agir en conséquence. Et à ce sujet-là, donc tu peux passer à la suite. Vous avez certainement entendu parler des 3 R, nous on en a 5, et ça peut se faire pas simplement dans notre vie de tous les jours, ça peut se faire dans notre entreprise, ça peut se faire à l'école, ça peut se faire à l'hôpital, ça peut se faire de partout. C'est refuser l'inutile, réduire le superflu. Il y a quand même beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment besoin, on pourrait se passer. Quand on n'a pas le choix, réutiliser au maximum. Apprendre à réparer plus. J'ai encore eu un conflit avec mon père en décembre parce que son imprimante est tombée en panne. Il me fait c'est bon, ça coûte 50 €, je vais m'en racheter une. En fait, non, c'est ça le problème. Tu peux peut-être d'abord te renseigner si tu peux la réparer et ensuite voir s'il y a vraiment besoin de la changer et d'en racheter une. Et bien sûr, recycler. Mais recycler, ça veut dire quoi? Ça veut dire trier. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler en mélange. Donc c'est bien pour ça qu'on met l'aluminium de côté, qu'on met le verre de côté. Pour le plastique, c'est encore plus compliqué, comme l'a évoqué Nina Juliet. Il faut séparer par famille. Il y en existe 6 grandes familles et elles ne se recyclent pas ensemble. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les taux de recyclage sont si faibles. Certains ne se recyclent pas. Beaucoup de produits sont faits de mélange de plastique. Pour la petite histoire, parfois une bouteille d'eau, son bouchon est d'un certain plastique, la bouteille d'un autre et l'étiquette d'un autre. Donc vous voyez la complexité. Donc bien sûr, après des gestes simples, utiliser vos sacs à dos. Avant, on allait le faire marcher avec un caddie. Il y avait les îles, elles ont perdu. C'est devenu des produits de luxe, tout ce qui était fait avec les feuilles de cocotier ou ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est les hôtels qui le réclament pour des produits de luxe, alors que ce sont des choses qui fonctionnaient très bien à l'époque. Et ça, c'est vraiment pas dangereux. Les gourdes, ce sont des choses simples. La plupart du temps, on peut utiliser une gourde et ça s'utilise très longtemps. Ne rien jeter par terre. Les mégots, juste un mégot peut polluer 500 litres d'eau. Donc ce geste-là dans la rue, il est vraiment pas anodin et c'est pas la municipalité qui doit nettoyer. Enfin, si on avait ce comportement-là dans votre maison, on arrive, mais c'est bon, vous allez nettoyer derrière. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances que ça parte en plus dans les voies d'eau et pollution de l'eau, pollution par il y a des matériaux synthétiques à l'intérieur. Et dans les toilettes, en fait, il ne faut rien jeter non plus, à part le papier toilette. Mais tout le reste, les femmes, je vous en prie, ne jetez plus rien d'hygiénique dans les toilettes, parce qu'en fait, c'est aussi de produits qui sont composés de produits synthétiques et qui ont un réel impact. On retrouve énormément de coton-tige sur les plages. C'est pas parce que les gens vont se nettoyer les oreilles sur les plages. C'est bien parce que dans la salle de bain, ils ont le réflexe de mettre ça dans les toilettes et en fait, ça part dans l'eau et ensuite dans la mer. Donc voilà pour les petits gestes. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et en fait, en Polynésie, pour la petite anecdote, notre agent de douane, il s'avère qu'il avait tenté le 0 déchet avec sa famille. Et du coup, on a décidé de le faire témoigner sur ces comportements qui peuvent, vous allez voir, avoir un impact très rapide sur la problématique. Le défi 0 déchet, c'était un défi sur 6 mois. Où on essayait de réduire de plus en plus nos déchets. J'ai décidé de nous inscrire. J'ai dit à papa et à Heidi. Et ils étaient « Ah bon, et ça commence quand ?» Et puis c'était un sacré changement parce que de passer du jetable au recyclable, réutilisable. Déjà le sopalin, c'est venu des serviettes, le plastique. Et automatiquement, du fait que l'on n'achète plus sous vide quelque chose, on mange beaucoup plus frais automatiquement. Donc on va acheter quelque chose à la déco, on va acheter des fruits qui sont plus frais. Donc oui, ça change beaucoup parce que derrière, tout ce qui va être utilisé, les légumes doivent aller au composteur. Donc oui, il y a beaucoup de frais. Ça change beaucoup l'alimentation également. Mais il faut aussi venir faire ses courses avec des Tupperware, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a l'habitude de prendre un plastique, mettre chaque légume dans chaque plastique différent. Donc ça change quand même beaucoup les habitudes. Il y a de plus en plus de sociétés qui font le nécessaire en Polynésie pour offrir des épiceries en vrac, offrir des produits d'entretien en vrac. Donc ça nous aide beaucoup également. C'était assez compliqué au départ et une fois que les habitudes sont prises, ça devient de plus en plus facile, on va dire. En fait, c'était surtout les goûters pour l'école. On avait l'habitude de prendre dans les plastiques, avec plastique encore et avec carton. Du coup, là, on le faisait nous-mêmes. Et on les mettait dans des tupperwares. L'aventure 0 déchet impliquait plusieurs familles et chacun devait peser tous les jours, toutes les semaines. Tout ce qu'on jetait un déchet était pesé
Voilà, donc après on a pu voir l'évolution et à quelle vitesse on arrive à réduire nos déchets. Et ça, on se rend compte que ça va très vite en fait. Une fois qu'on commence, la quantité c'est divisé par 4 assez vite et après on arrive à trouver un rythme de croisière, on va dire. On est parti de 6-7 kilos de déchets ménagers par semaine et on a réussi à arriver à 1 kilo par semaine de déchets ménagers, mais c'est quand même encore beaucoup. Il faut trier les déchets parce qu'il ne faut pas polluer. Faire du zéro déchet, c'est pas compliqué. La seule chose à respecter, c'est la règle des 4 R. Réduire, réparer, réutiliser et recycler. Super. Il y a même le 5e, tu peux refuser aussi. C'est ce que vous avez fait. Et ça qui aime refuser. Suite à ce défi, on a remporté le défi zéro déchet pour une famille en appartement. Et après, au fil du temps, on s'est un peu habitué. Donc comme quoi c'est possible, même en famille, en appartement. Mais voilà, l'éducation ça prend du temps, comme on a pu constater qu'il y avait un vrai manque d'infrastructures dans pas mal d'endroits et du coup après la première odyssée on a voulu trouver des solutions concrètes. En fait sur la première expédition en 2015, on a visité pas mal de villes côtières dans lesquelles on a rencontré les recycleurs de rue, ces fameuses personnes qui, pour gagner un peu plus d'argent la journée, en plus de leur travail souvent, vont récupérer l'aluminium, le papier, le verre, certaines fois les bouteilles en plastique. Mais la plupart du temps, elles délaissent le reste des plastiques parce qu'il n'y a pas vraiment de marché local qui leur permet de revendre cette matière pour des raisons évidentes de complexité du process qu'il y a derrière, quoi. Et en fait, par exemple à Rio, 150 000 personnes vivent de la collecte des canettes en aluminium et on ne voit plus traîner une canette dans la rue. Et du coup, c'est à Rio en fait que Marco Simeoni, notre président, a vraiment eu cette vision de dire mais il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de faire la même chose avec les déchets plastiques. Alors c'est moins simple, mais suite à cette expédition, on a cherché pendant 2 ans avec des scientifiques, des ingénieurs, qu'est-ce qui existait comme moyen de gérer ces déchets pour leur donner de la valeur et inciter à leur collecte. Et histoire de vraiment empêcher le déchet d'atteindre l'eau, ne plus avoir de déchets sauvages qui risquent de terminer dans nos voies d'eau. Et du coup, alors on est passé par plusieurs stades. On a bien sûr réfléchi au recyclage matière, mais il est, comme je l'expliquais, hyper exigeant. On est obligé de trier, de laver, de granuler. Et puis c'est vraiment pour avoir de la bonne qualité, du plastique de bonne qualité qui va avoir une grande valeur. Ça demande des infrastructures très, très complexes. Ensuite, on a trouvé du coup, on est très rapidement arrivé à la valorisation énergétique. Il faut savoir que le plastique venant du pétrole, il contient beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs le matériel le plus kilocalorifique qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il existe la pyrolyse classique. On peut faire du fuel, on peut refaire du fuel avec des plastiques. Mais le problème, c'est que ça tiquait pas toutes les cases. Ça n'acceptait pas tous les types de plastiques. Et en plus, c'était souvent très exigeant encore en préparation. Ça demande une certaine pureté du plastique. Et souvent, ce sont soit des très très grosses infrastructures, soit des très petites. Ensuite, on est allé plus loin. Et là, on a découvert la pyrolyse à haute température. Là, il y a beaucoup moins d'acteurs sur le marché. Et on a rencontré la compagnie française ETIA qui fait de la pyrolyse depuis les années 80. Et ils ont en fait un système de pyrolyse très particulier, dont je crois que j'ai mis la slide après. En gros, non. Ok. Le système d'ETIA, en fait, ça vraiment sa particularité, c'est qu'ils ont un réacteur de pyrolyse qui fonctionne avec une vis. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est pas l'idée de ce soir. Si vous avez des questions plus techniques, on sera ravis d'y répondre. Mais en bref, c'est une vis sans fin qui permet de chauffer la matière sans la brûler. Il n'y a pas d'oxygène dans le processus. C'est vraiment une vis qui est chauffée électriquement. La matière est très proche c'est comme une résistante en fait. Et du coup, on peut maîtriser parfaitement la montée en température. Là, on atteint des températures de 800 degrés où on va rompre la chaîne de polymères, obtenir de nouvelles molécules et en fait, on optimise la proportion de gaz qu'on obtient à la fin. Le gaz, l'avantage, c'est qu'on peut le nettoyer avant de l'utiliser dans un moteur pour produire de l'électricité. Dans le processus, on obtient aussi de l'huile dont une bonne partie peut être revalorisée également dans les moteurs qui en fait fonctionnent et avec du fuel et avec du gaz. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer ce déchet en une ressource pour produire de l'énergie.
Aujourd'hui, en fait, donc Etia, ils ont plusieurs applications avec leur système de pyrolyse. Ils font par exemple du biochar avec des déchets de bois, ils font du biofuel avec du déchet organique. Nous leur avons demandé de créer une application optimisée pour les déchets plastiques. Aujourd'hui, il existe une machine qui est installée proche de Paris et l'objectif, c'est qu'il y ait souvent les gens ont envie de la voir tourner avec des volumes industriels. Donc c'est bien pour ça qu'on a ce site qui vient de commencer proche de Paris. Et donc là, c'est le site. Elle traite 1500 tonnes par année. On estime que c'est un gisement qu'elle est adaptée à une population de 50 à 100 000 habitants. Donc ça veut dire que ça s'adapte bien au volume d'une île, ça s'adapte bien au volume d'un quartier dans une grande ville, l'idée étant d'être le plus local et décentralisé possible pour faciliter toute la logistique qu'il y a derrière pour gérer les déchets, être au plus proche et donc de produire de l'énergie. Avec 1500 tonnes, on produit 3700 MWh par année pour les gens qui voient ce que ça représente. Mais bon, selon les endroits, c'est plus ou moins de familles. Je ne sais pas quelle est la consommation encore en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai malheureusement pas l'info. En parallèle, en fait, notre travail sur le terrain à chaque escale, c'est vraiment de comprendre la situation locale, comment sont gérés les déchets, quels sont les acteurs, pareil dans l'énergie, et de travailler avec les gouvernements, les industriels, les ONG, de voir s'il y a une pertinence et comment adapter ce modèle localement pour mettre en place une chaîne de valeur pour les déchets plastiques. Et c'est le travail qu'on a initié la semaine dernière avec un workshop et qu'on espère poursuivre avec notamment la province Sud, le gouvernement. On avait plusieurs industriels du plastique qui étaient présents et des associations qui sont actives sur le sujet depuis longtemps. J'ai encore un petit film qui présente, en fait, on a plusieurs projets en cours. Ah oui, pardon, le contexte. Ouais, mais c'est après. Désolée. En fait, pourquoi non, mais je vais le dire après. Pourquoi cette technologie elle nous paraît pertinente pour une île? Déjà, en termes de volume, on a un peu expliqué tout à l'heure déjà, vous avez des volumes très spécifiques et on l'a constaté sur toutes les îles. Ils sont très gros pour vous, parce que vous apportez beaucoup de vos produits et il y a énormément de plastique et que vous êtes par essence des superficies qui sont limitées, mais ils sont trop petits pour mettre en place facilement des filières rentables ou même pour l'export. Sachant que l'export ouvre d'autres problèmes, il faut vraiment s'assurer que ils vont bien être recyclés, nos déchets qu'on envoie. Et ce qu'évoquait Nina tout à l'heure, de dire qu'ils finissaient incinérés, ils finissent aussi parfois enfouis, tout ce qui part en Asie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très bien maîtrisées et on a du mal à savoir jusqu'où vont vraiment les déchets qui sont exportés. Donc c'est pour ça que là, on a une assurance de savoir déjà ce que va devenir ce déchet plastique. Et en plus, le fait d'avoir une solution locale, on croit vraiment que ça va inciter encore plus de citoyens à trier, encore plus de municipalités à s'engager dans l'action de la ségrégation, encore plus d'industriels à essayer de capter leur gisement, parce que on aura la garantie que ça va être utilisé localement à quelque chose d'utile, l'énergie. Et l'énergie, c'est un second combat des îles. Beaucoup d'objectifs des îles du Pacifique sur les énergies renouvelables. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'il y a des problèmes d'alternance, il y a des problèmes de stockage et il y a des problèmes de gestion des pics. Et en fait, ce genre de technologie qui produit de l'électricité en continu peut participer pleinement au mix énergétique pour pallier justement à ces défis du renouvelable. Et plutôt qu'aller transporter, extraire des nouvelles ressources fossiles, pourquoi pas utiliser celles qu'on a sur place, qui sont nos déchets plastiques. Donc, on travaille sur plusieurs projets en ce moment. Donc, vu qu'avec l'Odyssée, on passe par pas mal d'endroits. On a notamment un projet à Saint-Domingue, en République dominicaine, où là, c'est travailler à l'échelle d'un quartier au bord d'une des rivières principales de Saint-Domingue. Vous voyez quelques images dans le premier film. On voyait les déchets partir de la falaise jusqu'à la rivière. C'était à Saint-Domingue. Iquitos, là, c'est 400 000 habitants qui vivent au milieu de la forêt amazonienne. C'est là où naît l'Amazone. Et pareil, le quartier le plus pauvre a zéro collecte de déchets, donc tous les déchets ménagers finissent directement dans le fleuve. Aujourd'hui, l'Amazone, c'est parmi les 15 fleuves les plus pollués de la planète, et on sait l'importance qu'a cette région pour la planète Terre. Donc on travaille là-bas aussi. L'île de Pâques, on l'a évoqué, on a un projet là-bas, et d'ailleurs, une délégation Rapa Nui est passée visiter notre pilote il y a quelques semaines. Donc on a une dernière petite vidéo qui vous présente cette visite.
Aujourd'hui, on a invité la délégation Rapanui à venir visiter la première unité de démonstration industrielle de transformation de plastique non recyclable en électricité. Donc ici, c'est le site, donc on a installé la machine. Ce qui intéresse la délégation Rapanui, c'est de voir concrètement une machine en fonctionnement. Ça, c'est le cœur du procédé, c'est la pyrolyse. Cette machine est innovante à plusieurs points de vue. D'abord, on parle de pyrolyse, donc prendre des plastiques non recyclables pour les transformer en électricité, c'est véritablement une application de la pyrolyse qui est relativement innovante. On a beaucoup de plastique, canettes, carton, papier, on a beaucoup de poubelles maintenant. Il ressort énormément de plastique marin, plus de 50 tonnes de plastique échouent sur les plages de Rapanui chaque année, plus tout le déchet local. Et aujourd'hui, rien n'est traité, tout part dans un dépotoir. Mais avec la machine, peut-être qu'on peut avoir toute la technologie là chez nous et en plus d'avoir l'énergie, que ça c'est très, très important pour nous. On retire les poussières et en même temps dans ce filtre on va dépolluer. Es un filtro que constantemente cada cierto tiempo hay que cambiar. No. La isla, como le decía, requiere un poco de energía sustentable. Estamos generando a través de un sistema en el cual el petróleo, el diésel, se tiene que transportar desde el continente. Estamos hablando casi de 4.000 kilómetros de distancia. Si nosotros podemos disminuir el plástico y a la vez obtener energía, obviamente es interesante y es viable. L'intérêt de ce type de procédé et en particulier de la solution qu'on propose ici, c'est qu'on est adapté à des petites capacités de l'ordre de 1000, 2000, 3000, 5000 tonnes, 10 000 tonnes par an. Comme on a pu la voir, elle est constituée de modules démontables, modulaires, transportables, qui sont assemblés un petit peu comme des Lego. L'installation qu'on a vue a été installée en 4 jours. Ok, on continue? Me interesa mucho el tema de saber si hay este motor, si es contaminante para el aire. Entonces eso es lo que me ayuda mucho para verificar y para mirar si es contaminante o no es contaminante. Por eso hice la pregunta dentro de la charla del tema del chat. Si cuando termina todos los procesos de plástico, si el chat, carbón, si es contaminante. Entonces me ayuda mucho este viaje acá. Mi impresión sea positiva. Creo que es una forma de ocupar los mismos residuos que nosotros estamos generando como seres humanos en generar energía limpia. Et ce qui est chouette, c'est que quand on arrive en tant que fondation, on arrive et nous, notre objectif, c'est préserver les océans. On est neutre de tout. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs quelles sont les alliances, quels sont les gens qui s'entendent pas. Alors, on savait évidemment qu'il y avait un problème avec le Chili et l'île de Pâques. Ça, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Mais on a réussi à les mettre autour de la même table. On a réussi à engager la municipalité et le producteur d'énergie locale qui ne se parlaient plus depuis plusieurs années, pour justement participer à ce projet-là. Les réflexions sur le financement, ils sont en train aussi d'engager la réserve, que le touriste, qui est une des principales causes du gisement de déchets, lui aussi participe, et peut-être qu'une partie du prix de la réserve naturelle sera dédiée à la gestion des déchets sur l'île. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, et chaque modèle est différent, il s'applique localement, et c'est également ce qu'on souhaite, ce sur quoi on souhaite avancer dans les semaines à venir avant que le bateau reparte. Et enfin, Bora Bora, en fait, où on est passé en octobre, et où le maire, qui est aussi entrepreneur dans l'âme, qui a fait de manière évolutive à apporter les services à l'île de Bora, a souhaité qu'on fasse une préétude. Et alors Bora Bora n'a pas le gisement de déchets plastiques. En revanche, l'archipel qui est autour, les îles qui sont pas très loin et qui intercommuniquent avec des bateaux de manière régulière, pourraient éventuellement mutualiser leurs déchets
pour apporter une solution, parce qu'aujourd'hui, ça finit pour la plupart enfoui dans des magnifiques décharges, alors aux normes à Bora, mais avec une vue sur le lagon extraordinaire. On a de belles photos et ça devrait de moins en moins exister, ça. Voilà. C'est la fin de cette présentation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Il y a plein de manières de nous suivre, les réseaux sociaux bien sûr, de nous soutenir aussi. Donc vous pouvez acheter des goodies à la sortie, vous pouvez nous soutenir par des dons. Mais en tout cas, on espère surtout que vous avez trouvé des moyens d'agir à votre niveau et que vous allez nous aider, qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ouvre aux questions maintenant entre les deux ou on nous... Ok, alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, alors... Bonsoir. Vous parlez de microplastique. Vous parlez de microplastique sans donner les dimensions ou la fourchette des dimensions de ces déchets, et en disant que certains oiseaux confondent ces déchets à la surface de l'eau avec les insectes qui sont leur nourriture habituelle. Donc moi j'aimerais avoir une idée de ce que vous appelez microplastique. C'est sûrement pas microscopique parce que sinon c'est pas visible à l'œil nu. C'est des petits déchets. Donc, quelle est la fourchette de dimension, s'il vous plaît? En fait, ce qu'on récolte avec le filet Manta, ça va être des particules qui sont, on va considérer, entre 5 mm et 0,3 mm. Et en fait, oui, c'est dans cette... Oui, on les voit à l'œil nu. Après, en fait, je vous ai parlé des oiseaux, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le plastique, de toute façon, ne disparaît pas. Il passe de micro à même nano. Donc là, c'est sûr qu'on ne le voit plus du tout. Et à chaque taille d'animaux, ils peuvent confondre avec de la nourriture. Donc aujourd'hui, il y a du zooplancton. On se rend compte qu'il y a du zooplancton qui intègre aussi le plastique. Et puis, Fanny, elle le présentera. Les coraux aussi, ils arrivent à l'intégrer. Donc en fait, chaque taille impacte son animal, entre guillemets. Jusqu'aux mammifères marins les plus grands de la planète. Chaque semaine, on entend parler d'une baleine échouée quelque part, et la majorité des cas, c'est à cause du plastique. En fait, même des gros morceaux vont être ingérés par les gros mammifères. Il n'y a pas besoin que ce soit de la microparticule. Et en fait, le mammifère, il va mourir de faim parce que son estomac pense qu'il est plein. Et en fait, il est plein d'une matière qui ne va pas le nourrir. Et pour aller plus loin, il faut imaginer que le corps va se dégrader, mais le plastique, non. Donc le même plastique, il peut tuer beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps. Mais il y a vraiment plusieurs... Enfin, voilà, après, on peut rentrer dans le détail. Il y a nano, il y a vraiment tout un... Et il y a des vraies définitions par taille, mais en tout cas, ça touche du micro-organisme aux mammifères. Et on a trouvé des microplastiques dans notre air, dans notre eau et dans notre sel de cuisine, par exemple. Donc aujourd'hui, il y en a déjà... un peu partout. Bonsoir, je voulais connaître la taille du bateau. Combien de personnes à bord? Alors notre bateau, il fait 35 mètres de long, il fait 26 mètres de large et il fait 100 tonnes. C'est relativement lourd. Et on est 5 membres d'équipage pour manœuvrer le bateau. Ensuite, sur les convoyages entre 2 escales, on a souvent Peter, notre médiaman, qui est à bord avec nous. Ça arrive aussi qu'on ait des scientifiques. On a certains de nos ambassadeurs aussi qui viennent. Donc en général, entre les escales, on est entre 5 et 8. Puis ensuite, aux escales, comme c'est le cas en ce moment, on a les gens de l'équipe Terre, comme Franck, Camille et Virginie, par exemple, qui viennent nous rejoindre. Marco aussi est là régulièrement. Donc aux escales, on peut être jusqu'à 12 environ. Voilà. Bonsoir. En fait, moi je voulais savoir, parce que tout à l'heure on voyait une carte, donc j'imagine que les zones bleu foncé c'est le parcours du bateau. Et
Et enfin, du coup, on voit des zones qui sont pas faites. Du coup, comment vous avez étudié le trajet? Est-ce que ce sont, selon vous, les zones les plus susceptibles d'être polluées, ou comment ça a été étudié? Le trajet, il s'est axé autour des grandes étapes, donc des grands événements sur lesquels on va pouvoir partager avec un maximum de monde, donc notamment l'America's Cup aux Bermudes, les Jeux Olympiques à Tokyo, ça a mis des gros jalons. Ensuite, les zones qui sont bleutées, en fait, représentent des zones où on a eu des programmes scientifiques. Bon, en fait, c'était également le cas entre la Polynésie et le Chili. Et puis ensuite, les étapes, elles se dessinent, mais ça, ce serait peut-être plus Franck qui serait à même d'en parler, parce que c'est lui qui est en responsable de la logistique et de l'organisation des étapes. Mais c'est un mélange, en fait, parce qu'à chaque étape, il faut qu'on puisse développer nos programmes. Donc, il faut qu'on ait des bons contacts, des gens qui vont pouvoir nous aider à mettre en place l'étape pour qu'on puisse réussir à conduire nos missions. Donc, en fait... ça se fait un petit peu au fur et à mesure, en fonction stratégiquement quand même de l'intérêt de l'endroit, mais aussi de l'intérêt qu'on pressent et un petit peu des opportunités aussi. Le problème étant partout, il faudrait passer partout, on ne peut pas, mais voilà. Donc là, et puis pour les longues traversées, rien de mieux que s'arrêter sur la plupart des îles. Et on avoue que c'était sympathique, c'est sympathique le Pacifique Sud quand même. Vous faites partie des zones qui sont encore préservées et vous êtes des écosystèmes à vous tout seul, donc vous avez d'autant plus de pression sur les épaules pour préserver ces zones-là. Et malgré tout, d'être des petits écosystèmes à vous tout seul, vous pouvez voir les impacts de vos actes beaucoup plus rapidement, donc tant positif que négatif. Voilà. Du coup, j'avais une question, c'était pour savoir comment vous comptez après gérer les panneaux solaires, vu que ça fonctionne pas très longtemps. Enfin, oui, mais c'est pas rentable au niveau au niveau du prix et aussi au niveau du temps où ça va fonctionner. Alors, je vais laisser répondre Basile, c'est lui l'ingénieur, c'est lui l'expert. Et aussi, parce qu'il me semblait aussi que c'était très polluant, la silice, dans les panneaux solaires, du coup... Oui, alors tu as dit plusieurs choses intéressantes, mais fausses. D'accord, super. Donc, d'abord, les panneaux solaires ont une durée de vie dans 30 ans, soit la plupart des panneaux solaires qui sont fabriqués. À bord du Racewater, c'est le cas. Ce sont des panneaux qu'on peut trouver dans le grand commerce, ils n'ont rien de particulier ou d'exceptionnel au bateau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les filières de recyclage autour du panneau solaire sont déjà en place. En tout cas, je parle pour la métropole, puisque c'est de là-bas que je viens et que j'ai été formé sur ce dossier-là. Et dans ces filières de recyclage qui sont déjà en place, on utilise seulement 20% de la filière. Pourquoi ? Parce que tout est déjà en place, sauf que les premiers panneaux qui ont été fabriqués il y a une vingtaine d'années à peu près, les panneaux de masse ont été fabriqués il y a une vingtaine d'années, sont encore en exploitation aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça dure 30 ans. Donc les filières vont commencer à se remplir d'ici 5 à 10 ans à peu près. Il faut savoir aussi une chose qui est mal connue du grand public, c'est qu'un panneau solaire tel qu'ils sont installés sur notre bateau se recycle à 95%. Un panneau solaire, c'est du verre, comme tu l'as dit, de la silice, et du cuivre, pour faire les pistes entre les cellules. Et en fait, tout ça, ça se recycle. Ça se passe dans des machines qui séparent les éléments, et on arrive à réutiliser 90% du composant qui est le verre et le cuivre. La silice peut être réutilisée 3 fois, donc sur 60 ans. Au bout de ça, en fait, elle va perdre en performance, effectivement, et en fait, on va la réutiliser pour la recycler en pourcentage dans des panneaux qui vont être un petit peu moins performants. Mais elle aura presque une 5e, 6e vie, en fait. Oui, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Je termine juste sur un point. Le bateau, effectivement, ça nous arrive malheureusement dans des moments de mécanique de casser des panneaux solaires. À bord, on a des panneaux solaires de secours qu'on remplace en fait tout au long de l'Odyssée, et on stocke à bord tous nos panneaux qui sont endommagés pour justement les ramener dans la filière de recyclage qui est déjà disponible en France. Voilà.
Bonsoir, restez parce que moi j'ai une question aussi, c'est par rapport aux batteries. Le nombre de batteries qu'il y a sur le bateau par rapport à tous vos panneaux solaires. On a 4 batteries qui font à peu près 2,5 tonnes chacune. 2 tonnes chacune, pardon. Ah, c'est ce qui fait une partie du poids du bateau, Oui, alors. tout à fait, oui. Et ça, elles durent combien de temps, ces grosses batteries? Alors, c'est exactement en fait la même technologie que les batteries qu'on va trouver dans un téléphone portable. C'est des batteries au lithium. D'accord. Donc, ce sont des batteries qui vont avoir à peu près entre 1500 et 2000 cycles de charge-décharge. Donc, étant donné qu'on fait une charge-décharge par jour, comme l'a expliqué Annabelle, c'est à peu près entre 1500 et 2000 jours en fait d'utilisation. Il faut savoir que effectivement sur le lithium, le recyclage est compliqué et il faut préserver l'utilisation de ces batteries-là. Donc on a des systèmes qui permettent de réguler la température et le taux d'humidité dans le local batterie, ce qui permet de prolonger en fait l'utilisation de ces batteries au lithium. Et nous-mêmes, en fait, à bord, tous les membres d'équipage, on régule en fait la puissance du bateau en permanence pour que nos batteries fassent des cycles complets pour optimiser leur rendement et leur longévité. C'est surtout ça qu'on cherche à avoir. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je vais répondre. La pile à hydrogène, pourquoi ça se démocratise pas plus? C'est tout simplement parce que la technologie coûte très cher, a coûté très cher en tout cas, et elle n'a pas été fabriquée de manière industrielle ou de série. Puisque d'autres technologies comme le moteur à explosion ont pris le pas dans les années 60-70 et ont vu des modèles économiques plus intéressants que la pile à combustible. Alors la pile à combustible a quand même continué son développement, notamment je pense dans le spatial, parce qu'elle est très utilisée dans les satellites ou dans les stations qui sont envoyées dans l'espace. Par contre, effectivement, sur la partie mobilité, je pense par exemple aux voitures, aux véhicules, aux bus, etc., elle a été longtemps mise de côté juste sur un point de vue économique en fait. Bah maintenant, il faut qu'on essaie de faire bouger les choses. C'est en train de se développer, mais la filière, en fait, elle a besoin de... C'est comme les panneaux solaires. Il n'y a pas si longtemps, ça coûtait extrêmement cher. On a vu que la courbe de décroissance des coûts d'investissement, elle a été assez fou, comme ça a baissé. Et on espère que sur l'hydrogène, il va se passer à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, les piles, c'est plus la production de l'hydrogène qui est plus compliqué et qui peut poser problème. La plupart de l'hydrogène aujourd'hui, il est fabriqué à partir d'énergie fossile et c'est pas l'objectif. Donc après, voilà, il faut arriver aussi à progresser sur d'autres systèmes qui permettent de produire de l'hydrogène. Et pour la petite histoire, ETIA, leur Graal, là c'est vraiment du développement encore, mais sur certains déchets, notamment le plastique, si on monte encore en température, on peut récupérer de l'hydrogène. Donc pourquoi pas avoir notre source d'énergie mobilité demain qui viendrait de nos déchets. Il y a pas mal d'entreprises qui cherchent cette voie-là également. Moi j'avais une question sur quels sont les résidus de la pyrolyse en fait, du procédé de la pyrolyse, et s'il y avait un rendement vis-à-vis de ce processus, donc combien de quantité de déchets plastiques et quel était le pourcentage de rendement énergétique. Ok. Alors en résidus, ils en parlent, je l'évoquais rapidement, ils en parlent dans le film Rapa Nui, il y a le char, donc ça ressemble, c'est entre la poussière et le charbon. Donc ça c'est à la fin du réacteur pyrolyse. Au moment où on obtient du gaz, on obtient aussi un résidu solide. Et là c'est de l'ordre de 2% quand on est en 100% plastique. Ce char, en fait, si dans les déchets qu'on met en entrée, il y a des métaux lourds, c'est dans le char qu'on le retrouverait. Mais dans le plastique ménager, il n'y a pas de raison qu'il y ait des taux de métaux lourds qui soient incroyables. Et donc, du coup, ce char, dans pas mal d'endroits, il peut être mélangé au béton, par exemple. Après, dans le procédé de filtration, de traitement du gaz, déjà on a un filtre céramique dans lequel on cherche à retirer les particules fines et certains contaminants. Donc là, on a de l'oxyde de fer et de la chaux qui est utilisé dans le système. Ça finit en résidu ultime.
on a un système de condensation des gaz. Là, c'est là qu'on va récupérer de l'huile, et il y a une partie de l'huile qui ne peut pas être valorisée, et de l'eau souillée d'hydrocarbures. Donc ça demande des traitements spécifiques. Et enfin, le charbon actif qui est en fin de traitement de gaz, où là, on cherche vraiment à aller à retirer les contaminants chlorés notamment. Et donc ça fait aussi partie des résidus ultimes. En proportion, on est de l'ordre de 5 à 10% de résidus ultimes par rapport à ce qu'on a mis en entrée. Et après, rendement énergétique, la machine consomme 25% de son énergie, donc 75% peut être revendu soit revendu sur le réseau, ou à un industriel, un consommateur d'énergie qui a besoin de cette puissance-là. Merci pour cette interactivité. Il y a encore une dernière question avant qu'on aborde la partie mission à bord du Race for Water. Et je vous parlais de tonnage. C'est 1500 tonnes de plastique. Mais 1500 tonnes pour nous, ça représenterait quoi? Aujourd'hui, déchets ménagers, les chiffres qu'on a obtenus, plastique, on serait autour de 2500 tonnes. Et entreprise, là, on est autour de mémoire, c'est 7000 tonnes. Après, il faut voir quel type de... Enfin voilà, ça fait partie des... Mais en tout cas, on n'avait aucun doute qu'en termes de gisement, il est là, mais il n'est pas facile à capter, malgré tout. Et surtout, si on poursuit l'effort de réduction, je veux dire, on a suffisamment encore pour, malheureusement, mais je veux dire, c'est pas demain qu'on va se retrouver dans des volumes qui sont beaucoup plus faibles que ça. Oui, non, mais vous avez bien raison. Nous vous proposons donc maintenant de passer à la description de la mission qui a été menée à bord du Race for Water par une équipe de l'IRD. Elle va vous être présentée par Fanny Hulbrecht, qui était pilote de cette expédition scientifique qu'on a appelée Amici. Et on vous propose un petit retour en images grâce à Peter. Donc, et puis après, Fanny présentera un petit peu la mission et quelques résultats préliminaires. Je voudrais avant tout remercier déjà nos deux oratrices. Encore merci et un grand bravo. Merci beaucoup. Vous voyez ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est plastique. Je suis venue en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est pour prêter main forte à l'équipe de l'IRD afin de travailler sur l'impact du microplastique sur les coraux. On a fait des traits de filamentase, donc à différents endroits, à la sortie de Nouméa jusqu'à la baie de Prony, ce qui nous permet d'avoir la quantité de microplastique qui va se retrouver à la surface de l'eau. Je crois que je viens de voir du plastique. Ouais, c'est du plastique. Non mais au début quand j'ai dit à Ricardo, peut-être qu'on peut regarder s'il y en a, il me dit non mais c'est bon, il n'y en aura pas.
Bon bah là c'est facile, tout ce qui flotte c'est du plastique. Une fois que ces filets sont remontés sur le bateau, on va passer à une étape de tri qui est extrêmement laborieuse puisqu'il va falloir, avec une petite pince, venir échantillonner toutes les petits microplastiques qui pourraient être à la surface, les vérifier sous une binoculaire pour vérifier qu'il s'agit bien de microplastiques et ensuite ces échantillons, on va les fixer et les envoyer pour des analyses ultérieures en France. Le but de l'expérience qu'on fait en ce moment avec Ricardo Rodolfo Metalpa, c'est d'étudier en fait l'ingestion de microplastiques par les coraux de Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas en quelle quantité ils les mangent, s'ils les mangent, et on ne sait pas en fait les effets que ça peut avoir sur leur métabolisme. Ce qu'on va faire aujourd'hui est d'utiliser du microplastique qu'on a concentré dans cette bouteille. Et on va l'injecter dans les chambres benthiques où il y a des coraux et on va mesurer leur métabolisme avec la présence et non des microplastiques. Pour réaliser ces expériences, on utilise ce qu'on appelle des chambres benthiques. Ce sont des chambres en plexiglas qui nous permettent de tester différents paramètres en conditions in situ, sous l'eau. Pour réaliser ces expérimentations, on a sélectionné plusieurs espèces, ici plus particulièrement une qui est très représentée sur le lagon de Nouvelle-Calédonie. Pour utiliser ces espèces, il faut les couper très délicatement avant de les mettre dans les chambres benthiques, comme ça elles ont le temps de récupérer du stress occasionné par la coupure. La pompe a la fonction de renouveler continuellement l'eau dans la chambre benthique, mais le système est fermé. On peut mesurer différents paramètres comme le taux d'oxygène, la calcification des coraux. Et ici, ce qui nous intéresse également, c'est le taux d'ingestion de microplastiques. Pour tester donc l'effet des microplastiques, on va injecter à l'intérieur des chambres directement des microplastiques à l'aide d'une petite seringue. C'est sûr qu'il y a toujours un petit facteur chance qui va faire que nos expériences vont marcher ou non. Pour mesurer les taux de photosynthèse ou de respiration et de calcification du corail, on prend une quantité d'eau avec une seringue de 450 ml au début de l'incubation et à la fin de l'incubation. Et par différence, on peut calculer la calcification, les changements en pH et tous les paramètres du corail. À la fin, on a les résultats du métabolisme des corails sans plastique et avec plastique. Et par différence, on peut dire s'il y a un effet ou pas. C'est un bateau incroyable, c'est vraiment beau à voir et c'est une plateforme très importante pour nous. C'est une vraie opportunité grâce au bateau Race for Water de venir ici dans la Nouvelle-Calédonie, d'avoir un état des lieux des microplastiques en 2019 et également de mesurer aujourd'hui l'impact de ces microplastiques sur des espèces de coraux tropicaux. La venue du bateau Race for Water est pour nous une opportunité incroyable et nous offre un laboratoire idéal pour réaliser toutes ces expérimentations. Donc bonsoir. Donc, par rapport au petit film que vous venez de voir, je voulais juste ajouter quelques mots en fait pour expliquer un petit peu le contexte de l'étude qu'on a fait. Annabelle et Camille l'ont très bien expliqué. Il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites sur l'ingestion des microplastiques par les oiseaux, par les poissons. Mais quand on a su en fait que le bateau Race for Water venait, nous tout de suite on s'est dit c'est une super opportunité pour nous qui travaillons plus spécifiquement sur les coraux. C'était vraiment idéal pour pouvoir travailler plus spécifiquement sur les coraux. Parce que pour l'instant, il y a vraiment très peu d'études qui ont été faites. Ça se compte sur les doigts de la main.
Et du coup, c'était vraiment une très belle opportunité. Mais je voulais un peu revenir là-dessus et expliquer pourquoi c'était important de faire cette étude sur les microplastiques et les coraux. On a souvent en tête en fait que les coraux ils tirent une grande partie de leur énergie en fait de la symbiose qu'ils ont avec des microalgues que vous voyez ici, qui sont de l'ordre du million par centimètre carré dans leur tissu. Donc ces algues, elles vont être capables de photosynthétiser et donc de produire de la matière organique qui va être transférée aux coraux. Par contre, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que les coraux, eh bien, ils sont capables également d'être des prédateurs très importants de proies. Et du coup, là, j'avais un petit film qui illustrait en fait ça très très bien. On voit ici donc c'est des images prises en laboratoire où on voit vraiment la capacité des coraux à capter en fait les proies. Ici, ce sont des simples larves de crustacés, mais ils sont capables de se nourrir sur toute une gamme de proies qui va de la matière organique dissoute au micro et au macro, même plancton. Comment ils font cela? Eh bien, en fait, dans leur tissu, donc ici, vous voyez agrandi une coupe tissulaire où on voit l'emplacement donc des oxanthelles qui leur permettent de faire la photosynthèse. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont des cellules urticantes. Et ça, on le sent bien aussi si on se frotte à des coraux, on en garde souvent quelques petites séquelles. Donc ils ont des filaments urticants. En fait, dès que des proies passent à proximité de ces cellules, ça va déclencher le lancement d'un petit harpon qui va s'accrocher sur la proie, la paralyser. Et là, le corail va être capable donc de paralyser cette proie et de l'amener vers sa bouche et de la consommer. Il est également capable de produire du mucus. Bon là, c'est pas un corail qui a un rhume, c'est un corail qui produit du mucus. Quand on les met à l'air, ils produisent du mucus, mais ils utilisent aussi ce moyen pour capter les proies de petite taille et la matière organique. Donc ils vont impacter en fait ces proies dans leur mucus et ça va former des petites pelettes qui vont être ramenées à la bouche par un système de petits cils qui vont les amener de la tentacule vers la bouche. Moi, ça me tenait particulièrement à cœur de travailler sur cette thématique parce que j'ai réalisé mon doctorat vraiment sur la nutrition des coraux. Et une des conclusions en fait de mon travail, c'était justement que ces coraux nourris, eh bien justement ils sont en meilleure forme après un régime alimentaire un petit peu soutenu. Et à la suite de mon doctorat, il y a pas mal d'aquariums et de laboratoires qui sont mis à nourrir leurs coraux pour qu'ils soient plus en forme et plus résistants. Parce qu'on a mis en évidence qu'entre des coraux qui sont non nourris ici à gauche et des coraux nourris, eh bien, quand on les nourrit, on a des taux de protéines, des taux de photosynthèse, des taux de calcification 2 fois plus importants et une formation de la matrice organique, donc qui est la trame en fait du squelette des coraux, qui va être beaucoup plus importante chez des coraux nourris. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger par rapport à la photosynthèse. Comme elles l'ont très très bien expliqué dans la première partie, depuis 40 ans, on a vu une augmentation de la quantité de microplastiques dans les océans. Et donc ces microplastiques, eh ben, ils vont se mélanger avec les proies des coraux. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps dans le journal Science, qui a fait un gros état des lieux sur plus de 159 récifs en Asie-Pacifique. Et de façon étonnante, ils ont mis en évidence qu'il y avait plus de 11 milliards de déchets plastiques qui avaient été accumulés et trouvés dans ces récifs qui ont été prospectés. Et ce qu'ils ont mis en évidence également, c'est que tous ces plastiques, eh ben, en fait, ils étaient vecteurs de bactéries et de pathogènes et que la pollution plastique, eh bien, elle va augmenter même jusqu'à 20 fois plus la transmission de maladies entre les coraux. On a même les dernières études qui ont été faites, c'est vraiment des études toutes récentes, eh bien, elles ont mis en évidence que les coraux, eh bien, ils étaient capables de capter les microplastiques avec des taux équivalents à ceux de véritables proies. Alors toutes ces études, elles ont été faites en aquarium, en conditions artificielles.
Et en fait, la question c'est est-ce qu'en fait les coraux ils vont capter ces proies par dépit ou est-ce qu'ils se trompent en fait, est-ce qu'ils font une erreur en captant ces microplastiques? Eh bien en fait pas du tout. Il y a même une toute dernière étude qui montre qu'ils seraient même attirés par le goût des microplastiques. Entre des particules même du sédiment, ils vont être attirés plus particulièrement par les microplastiques. Et ça, en fait, dans cette publication, ils supposent que ce serait dû aux additifs chimiques en fait, qui sont présents dans ces microplastiques. Et donc du coup, nous, en fait, ce qu'on a voulu faire dans cette mission, c'était utiliser l'outil que l'on a, qui sont les chambres benthiques, qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir mesurer les taux d'ingestion de microplastiques par les coraux, véritablement en conditions in situ. En fait, grâce à ces chambres benthiques, les coraux, ils sont dans les mêmes conditions à peu près que dans leur milieu naturel. Ils ont la même température, le même éclairement, et du coup, on les perturbe le moins possible. Et donc, c'est extrêmement représentatif, vraiment, de ce qui se passe dans le milieu. Donc, la mission, elle avait plusieurs, en fait, objectifs. Et on s'est associé dès le début avec Leila Mastertime, qui est donc présidente de la société Plastic at Sea, qui elle est vraiment spécialiste des microplastiques et qui a commencé déjà à faire quelques études sur les microplastiques, mais plus particulièrement sur les coraux profonds et les coraux tempérés. Et donc l'idée, c'était de savoir en fait qu'est-ce qui se fixe vraiment sur les microplastiques qu'on a donnés aux coraux, en termes de bactéries, mais également en termes de métaux. Comme on l'a vu dans le film, on voulait savoir vraiment déterminer un taux le plus naturel possible d'ingestion de microplastiques par des espèces de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, ce qu'on voulait voir, c'était l'effet donc de l'ingestion de l'incorporation en fait de ces microplastiques sur le métabolisme des coraux, sur leur production et leur respiration dans le milieu naturel. Et une autre chose que j'ai pas mis là, mais en fait on a aussi donc incubé des coraux avec des microplastiques pendant plusieurs heures. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis ces coraux dans le milieu naturel pour voir si ces microplastiques étaient réellement ingérés et incorporés à la fois dans le tissu et dans le squelette, ou alors est-ce qu'ils avaient la capacité de s'en dépurer entre guillemets très rapidement pour reprendre un métabolisme normal. Et vraiment, la grosse question, c'est est-ce que ces microplastiques vont leur faire dépenser plus ou moins d'énergie? Et en plus, comme on sait en fait que les microplastiques, ils ont la capacité d'accumuler les métaux, on s'est dit que ce serait vraiment en plus une très belle opportunité de réaliser ces expériences en baie de Prony. Comme ça, on avait la possibilité de cumuler les effets des microplastiques et des métaux sur les coraux. Et en fait, établir les effets de ces microplastiques sur les coraux, c'est extrêmement important dans le contexte actuel, puisque comme vous le savez, en fait, le réchauffement climatique actuel, il ne cesse en fait d'induire des blanchissements massifs à répétition dans tous les récifs dans le monde. Et en fait, lorsque les coraux blanchissent, en fait, sous le stress de température, ils se débarrassent de leurs algues microscopiques. Du coup, ils perdent leur source d'énergie principale. Et où est-ce qu'ils vont en fait trouver l'énergie dont ils ont besoin pour se remettre de ce blanchissement et résister le plus possible à ce blanchissement? Eh bien, c'est dans la colonne d'eau, c'est dans les proies et dans la matière organique qu'ils vont pouvoir trouver. D'où l'importance de savoir avec quel taux et comment les microplastiques agissent sur leur métabolisme. On sait que dans les zones d'accumulation de ces microplastiques, on peut avoir une concentration même équivalente entre du zooplancton et des microplastiques. Donc on peut se demander si les coraux, dans ces conditions extrêmes de microplastiques, comment est-ce qu'ils vont réagir, où est-ce qu'ils vont trouver l'énergie si la moitié du plancton est en fait du microplastique.
Voilà. Alors là, contrairement à ce qui a été annoncé pour l'instant, j'ai préféré ne pas mettre de résultats préliminaires. Ce que j'ai déjà indiqué, c'est qu'en fait, on a déjà analysé en fait les courbes d'oxygène dans les chambres. Et ça, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a déjà une tendance. Il y a vraiment un effet des microplastiques sur la consommation d'oxygène des coraux. Ça, on peut le dire, il y a un effet. Ce qu'on sait également par les prélèvements qui ont été effectués par Leïla, c'est qu'il y a des microplastiques dans l'eau, beaucoup moins que dans certaines zones, mais il y en a quelques-unes. Donc voilà, pour l'instant, c'est des résultats qui sont en train d'être analysés et on essaye d'être très rapide parce qu'on reproche souvent aux scientifiques d'être plutôt lents pour analyser leurs résultats. Là, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est extrêmement curieux de voir les résultats, donc on s'engage à aller plutôt vite. Voilà. Pour finir, je voudrais vraiment remercier l'équipage aussi. Ils ont vraiment été incroyables, sympathiques et ils ont aidé sur tous les niveaux. C'était vraiment hyper agréable. En plus, le bateau est vraiment top pour travailler. Je voulais dire un grand merci à Claude parce que nous, on a passé vraiment 10 jours super. Vraiment, on a travaillé comme des fous, mais c'était vraiment très enrichissant pour nous et c'était vraiment une belle expérience. Et Claude, elle est responsable de toute l'avant, donc plutôt le travail ingrat d'organiser cette mission et elle nous a donné l'opportunité de le faire et c'était vraiment super. Et je voudrais en profiter pour remercier vraiment toute l'équipe qui était avec nous à bord, donc Ricardo, Leïla, Valentine aussi qui nous a bien aidés sur nos manips, et Jean-Michel et Miguel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est un peu utopique de dire qu'on va les avoir avant quelques mois, parce que c'est en fait, il y a des échantillons qui sont envoyés en métropole, ça dépend pas uniquement de nous. Il y a beaucoup d'échantillons qui sont envoyés en métropole, qui vont être analysés, et du coup, je pense que c'est 3-4 mois au moins pour avoir une... Ah on les communiquera, il n'y a pas de souci, avec plaisir. D'autres questions ? Fanny, quand tu dis que tu as vu une tendance nette par rapport à l'oxygène, c'est qu'il y a davantage de consommation d'oxygène? Ouais, ce serait plutôt l'inverse. C'est un ralentissement, en fait. Un ralentissement du métabolisme, mais en même temps, ça ne les nourrit pas. Non. Après, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est vraiment qu'il y a une tendance. Après, il faut analyser plus finement les résultats, mais c'est une tendance sur toutes les incubations qu'on a faites. Et qui c'est qui a fait l'étude là par rapport aux substances chimiques présentes dans les microplastiques qui pourraient être un attractif pour les coraux? Ça, c'est pas nous, c'est une étude qui vient de sortir. C'est récent, ça? Ouais, c'est tout récent. C'est celle-ci. Et vraiment, ils ont comparé en fait des microplastiques avec le biofilm, des microplastiques qu'ils ont jetés directement sans qu'il y ait un biofilm qui ait eu l'occasion de se créer dessus. Et ils ont comparé aussi avec du sédiment. Enfin, ils ont comparé avec plusieurs types de proies. Et vraiment, c'est le microplastique qui obtient le taux d'ingestion le plus important. Après, j'imagine qu'ils sont déjà en train de travailler sur la prépublication pour déterminer quels additifs chimiques sont responsables de ça. Une autre question ?